Bienvenue sur Radio Tam-Tam, je suis Josiane. L'émission d'aujourd'hui, c'est le vrai besoin des PME, c'est la formation faire du secteur de l'éducation un levier pour transformer la structure économique. Le président de l'association africainement est sur le studio de Radio Tam-Tam, l'invité de Josiane. Bien présenté à cette occasion des actions engagées dans le secteur de l'éducation par son association et les très utiles pour un meilleur rayonnement de ce secteur capital humain au développement de toute l'Afrique. La priorité est donnée à l'enseignement technique et professionnel pour créer davantage de valeur ajoutée et transformer la structure économique en Afrique. Monsieur Boris Michael analyse des risques bancaires et il est là avec nous et le président. Bien sûr que notre émission d'aujourd'hui va aussi se porter sur l'actualité actuelle du Covid et nous allons d'abord lui poser à l'entame de notre émission de tout ce qui se passe du Covid. Après, nous allons reprendre le thème de notre émission d'aujourd'hui. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la gestion des crises sanitaires en Afrique selon vous? Je vous remercie, Madame Félicité. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons plus souhaiter le meilleur à l'Afrique. L'Afrique doit voir le Covid différemment parce que même s'il a eu raison de plusieurs personnes, il faut dire que ça a été une occasion pour nous aussi de mieux rencontrer nos défis. Aujourd'hui, le plus important est comment nous gérons l'après-crise, comment nous nous organisons. Il ne faudrait pas qu'on puisse se rejeter le discrédit, mais s'apprêter stratégiquement à une relance économique. Le Covid, aujourd'hui, nous a montré qu'il y a un manque, effectivement, il y a un manque de solidarité entre nos États africains, mais il y a aussi un grand défi qui est un défi de souveraineté, un défi d'indépendance qui doit être marqué par notre capacité à nous-mêmes gérer nos propres problèmes. Pour vous en dire plus, nous avons vu dans cette crise sanitaire certains États africains qui ont copié le modèle de gestion de crise de certains pays européens et on s'est rendu compte au fil du temps que ce n'était pas forcément la bonne solution parce que le virus se comporte différemment en Afrique. Nous aurions dû en ce moment-là, bien sûr, réfléchir à une stratégie qui est adaptée à nos réalités. Et donc, pour continuer, je voudrais vous dire que le Covid nous a mis en lumière plusieurs choses. D'un côté, nous avons observé, comme je le disais tantôt, le manque de communication et de solidarité entre nos États. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y a pas de canaux formels d'échange pour proposer des solutions et inviter la société civile. Nous avons aussi remarqué, bien sûr, que la recherche était minimisée, qu'effectivement il fallait revoir cet aspect. Et d'un autre côté, nous avons vu plein d'espoir parce que nous avons vu une médecine traditionnelle qui n'est pas comme à la présent, mais que nous devons moderniser parce qu'elle a soigné pas mal de personnes en cette période de crise. Nous avons aussi vu des jeunes capables de créer des respirateurs artificiels en étant record, des jeunes capables de produire du gel hydroalcoolique avec peu de moyens. C'est-à-dire que nous devons encadrer la jeunesse, nous devons porter aujourd'hui notre regard sur ce que nous ferons après la crise, sur les défis qui se présentent à nous. Et c'est pour ça, effectivement, que Africainement s'inscrit pleinement dans une marche de développement participatif. Je vous remercie. Oui, très bien. Et maintenant, merci beaucoup de votre réponse. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre émission d'aujourd'hui. Comment vous pouvez nous dire comment on peut passer du développement de l'éducation en Afrique pour développer notre continent? Alors, je vous remercie pour votre question. Bien sûr, à l'entendre déjà, il faut que nous allions dans le même sens. Je voudrais vous faire voir le développement sous un autre angle. D'accord. Le développement, selon une conception personnelle, mais je sais qu'elle est partagée de plusieurs, serait quelque part un ensemble de connaissances et de pratiques perçues de façon chez une population, bien sûr, à l'échelle nationale, qui confère à cette population une manière d'agir, de se tenir et de penser. Et donc, c'est le résultat de tout ce qui précède qui peut être dit de développement, bien sûr, s'il est positif. Alors, quand j'ai parlé d'ensemble de connaissances. Par ensemble de connaissances, il faut entendre éducation. Cela dit, une population qui est suffisamment éduquée
est une population qui développe une mentalité. Et cette mentalité oriente son action en société. Et c'est tout ça qui entraîne le développement. C'est pourquoi je dis que quand court l'éducation, court la mentalité. Et quand court la mentalité, court le développement. Pour répondre plus clairement à votre question, il faut dire, je n'insinue pas que la santé ni encore l'alimentaire ne sont pas des priorités dans un développement. Bien sûr, c'est même lié à la vie de l'homme, à la survie et tout. C'est vital d'ailleurs. Mais il faut dire que si nous ne mettons pas la priorité sur l'éducation, comment pourrons-nous former des personnes capables de maintenir une population en bonne santé? Comment nous pourrons avoir des gens qui sont capables de transformer nos matières premières pour qu'on ait suffisamment à manger? Donc, bien vrai qu'il faut mettre l'accent sur la santé, il faut mettre l'accent sur la nourriture, l'alimentaire, il ne faudrait pas oublier l'éducation. Une personne à qui on donne de la nourriture, on fait un heureux. Mais la nourriture et l'éducation, ça fait des heureux. Merci beaucoup, le président Boris Michael Pokou est accompagné de la secrétaire à l'organisation. Madame la secrétaire, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que le président vient de souligner tout à l'heure? Oui, tout à fait. Je rebondis du coup avec ce que le président vient de nous dire. L'éducation, c'est un point vraiment important dans le développement de notre continent. Il est important que nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'Africains, nous mettons un point d'honneur à ce que bon nombre de personnes, bon nombre d'élèves, bon nombre d'étudiants, de lycéens aient un niveau d'études vraiment poussé. Il faudrait que tout le monde s'implique réellement dans l'éducation de nos élèves pour que le développement suive. Et c'est vraiment important aussi que nous, les parents d'élèves, ainsi que les encadreurs, les éducateurs, aussi s'impliquent dans l'éducation des élèves. Effectivement, Monsieur le Président, pour bien recentrer notre émission d'aujourd'hui qui concerne la clé de voûte, c'est bien sûr l'éducation. C'est possible de bien présenter aux auditeurs de Radio Tam-Tam c'était africainement, l'association africainement et ses objectifs, quels sont ses visées? Je vous remercie, Madame Félicité, c'est une opportunité que vous nous donnez. Bien sûr, nous avons parlé tout à l'heure de défis, Et effectivement, l'Afrique fait face à ces défis aujourd'hui, elle joue son honneur. C'est un impératif que nous puissions tous nous inscrire dans un processus de développement. Le développement est en soi participatif, ce n'est pas un cercle fermé où résident que des administratifs. Et c'est ce que nous prenons au niveau d'Africainement en disant que la jeunesse doit être actrice de développement. Cette jeunesse qui autrefois se dit que le développement n'est pas à son niveau et qui concerne seulement un cercle fermé de personnes. Aujourd'hui, Africainement, c'est un réseau d'excellence qui veut créer un cadre d'échange entre les jeunes Africains sur les thématiques et enjeux liés au développement de l'Afrique. À quelle finalité? Bien sûr, pour être d'abord force de proposition. C'est une manière de nous inviter dans la vie de notre nation, mais pas en venant seulement demander des solutions, mais en étant une jeunesse solution des problèmes que nous rencontrons. Aussi, à travers des échanges, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cadre d'échange qu'on veut créer, c'est l'occasion pour nous de se mettre ensemble pour mener des projets de tout genre, mais qui vont donner un élan au développement. Et c'est ce qu'est africainement une jeunesse qui croit à l'unité et au travail. Je vous remercie. Oui, une jeunesse qui croit à l'unité et aussi l'ardent au travail, vous voulez dire une jeunesse patriotique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces réponses cohérentes-là. Quels sont vraiment les principaux mots qui minent notre système éducatif en Afrique? Moi, je sais que le problème du Gabon, pour ça, monsieur, les problèmes de la Côte d'Ivoire, voilà, ça veut dire que vraiment, c'est, on va dire que, entre guillemets, sur le pareil au même, sur le tabac du même type, est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu encore plus de ces défis qui nous attendent de l'éducation en Afrique? Je vous remercie encore une fois de plus. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne nous inscrivons pas dans une volonté de seulement dire et de s'arrêter. Si aujourd'hui nous évoquons les problèmes, c'est parce que
on veut arriver au niveau des solutions, il faut connaître quels sont les meilleurs problèmes. Je vais vous donner une liste de quelques problèmes, mais c'est une liste qui n'est pas définitive, bien sûr, mais on peut identifier quand même les grands mots et essayer d'expliquer à quoi cela répond. Pour débuter, je voudrais faire mention de la corruption. La corruption qui, quelque part, a vu naître plusieurs organisations, parce que pour lutter contre la corruption, on a vu que se sont créées ces dernières années plein d'organisations, c'est-à-dire que c'est un mal qui sévit dans notre société. Il est présent aussi dans l'éducation. Corruption, pour ce qui est plus pratique, plus présent, on voit de la corruption entre élèves et professeurs, pour revenir au cadre de l'école. Et cette corruption peut s'expliquer, bien sûr, comme je le disais, ce n'est pas forcément la seule raison qui l'explique, mais c'est ce que nous donnons à la profession d'enseignant. Aujourd'hui, dans notre société, devenir enseignant, c'est une profession qu'on choisit parce qu'on n'a plus de choix. Et les gens, c'est un métier qui n'est pas valorisé, qui n'est pas respecté. Et donc, les gens ne deviennent pas enseignants par amour, par conviction, deviennent enseignants parce qu'ils n'ont pas pu être ce qu'ils veulent être. Il faut que, et ça entraîne la corruption, parce que quand on n'a pas forcément l'amour de ce qu'on fait, effectivement, on laisse prospérer ces gens de mots. Mais quand on a réellement l'amour de notre fonction, on respecte la fonction et on ne se réduit pas à venir se faire corrompre par un quelconque élève qui, bien sûr, n'est pas en train de montrer qu'il a suffisamment appris de vous, puisque si vous lui apprenez des choses, il doit être à mesure de les rendre et de ne pas venir commander des moyennes. Ça, c'est pour faire mention de la corruption. Donc, pour moi, je le place en rang d'honneur, pas pour louer la corruption, mais pour dire que c'est un mal qui est très présent dans notre société. Après ça, il y a l'actualisation des formations que nous donnons. Notre système éducatif remonte à plus de 50 ans et qui n'est pas régulièrement actualisé. Vous voulez dire que notre système éducatif au niveau francophone est obsolète? C'est ça, merci. Il faut faire quelque chose parce que depuis 50 ans, il n'y a pas véritablement d'actualisation. Alors que nous sommes dans une société qui évolue et qui est dans une société qui est ouverte. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et donc, pour avoir une économie, une nation qui est compétitive, il faut être vraiment au contact de ce qui se fait dans le monde. Alors qu'aujourd'hui, nos formations sont les mêmes qui sont enseignées il y a 20 ans. Mais la société actuelle n'est pas celle qu'il y a 20 ans. Il faut actualiser, bien sûr. Il faut en faire de même au niveau même des enseignants. Il faut à tout moment essayer de les ramener, leur donner de nouvelles méthodes pour actualiser leur manière d'enseigner selon, bien sûr, la psychologie. Après, vous voulez dire que les mises à niveau, les mises à niveau des enseignants, du corps enseignant, des stages, pour pouvoir effectivement faire des mises à niveau, comme vous le dites. C'est ça. Et c'est possible dans le contexte de la mondialisation, là, dans le contexte économique actuel. De nos États, le manque de moyens. Or, l'éducation, c'est le fer de lance pour développer l'économie. Je suis de mèche avec vous et pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, aujourd'hui, la psychologie, il y a 20 ans, la manière de se comporter des enfants n'est pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont impactés par d'autres choses, la technologie, le monde numérique, et donc aussi la manière d'enseigner. Il faut apprendre cette nouvelle psychologie aux enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants. Donc, ne pas, bien sûr, chercher à faire des remises à niveau du corps enseignant est un danger, puisque de la manière qu'on se comportait il y a 20 ans, on ne se comporte pas pareillement aujourd'hui. Et aussi, pour continuer dans ce élan, je voudrais faire mention de la langue d'enseignement. Vous avez parlé des problèmes. À 3e niveau, je voudrais parler de langue d'enseignement. Aujourd'hui, l'une des zones la plus touchée par l'analphabétisme et les abandons de l'école en cours de temps sont les milieux reculés, les contrées, les villages et tout ça. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est la langue d'enseignement la plupart du temps. Les enfants, bien sûr, qui sont confrontés au français et ils n'arrivent pas à cibler les cours, on se réduit à la langue française. Ils ont une double difficulté à ce niveau parce que, premièrement, il faut comprendre la langue d'enseignement et deuxièmement, il faut comprendre ce qu'on enseigne. Donc, vous voyez que pour un enfant, dès le bas âge, 4-5 ans, qui est confronté à ces deux réalités, c'est normal qu'il n'arrive pas à se retrouver.
Et donc, c'est un réel problème. Je pense que tout à l'heure, dans les solutions, nous envisagerons des mesures qu'on peut prendre, bien sûr, pour remédier à cela. Et un dernier essor, je vais rapidement passer dessus, c'est tout ce qui est violence à l'école, qui est aussi un mal qui mine la société éducative, parce que la maltraitance, les enfants voient l'école maintenant comme un lieu d'oppression, ce qui doit pas être le cas, doit être le lieu où ils se sentent à l'aise. Un lieu d'épanouissement des élèves pour pouvoir bien s'épanouir, puisque ce sont les futurs gestionnaires de nos pays, de nos États plus tard. Parce que nous sommes bien informés que la jeunesse africaine, l'Afrique, c'est le plus jeune continent de l'histoire de l'humanité. Bientôt nous serons 3 milliards. Si nous n'avons pas eu une jeunesse éducable, comment pourront-ils nous développer? Madame la secrétaire exécutive à l'organisation, aviez-vous ajouter quelque chose par rapport à la violence pour les jeunes filles aussi, hein, surtout les jeunes filles subissent beaucoup des violences, je pense aux grossesses précoces. Oui, tout à fait. De nos jours, nous voyons généralement dans le système éducatif des enfants qui ont peur de leurs enseignants ou de leurs professeurs, et c'est fréquent, c'est récurrent. Un enfant doit aller à l'école pour apprendre. Il doit avoir l'amour de l'école. Il doit aimer se lever le matin et dire « je vais à l'école, je vais apprendre ». Mais si au moment d'apprendre, il est oppressé parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, on conçoit bien qu'un enfant peut avoir des difficultés pour avancer. Mais il faudrait bien que les éducateurs, il faudrait bien que les professeurs essaient d'adapter leur programme en fonction du niveau de chaque élève. Parce que, en même temps, avoir un élève qui maîtrise son cours et avoir un élève qui a du mal à apprendre, il faut essayer de comprendre l'élève, essayer de savoir comment l'élève apprend. Si c'est par le visuel, si l'élève est plus apte à apprendre en recopiant ses cours plusieurs fois, il faut essayer de comprendre l'élève pour, au fur et à mesure, essayer de diminuer le fait pour essayer d'éradiquer, même on va dire, de taper les enfants, et surtout pour les jeunes filles, comme on va dire dans les lycées, c'est très fréquent. C'est très fréquent, les grossesses précoces et tout cela. Mais je pense qu'on devrait mettre en place, comme le président doit signifier peut-être dans les solutions, des conseils de classe où les élèves peuvent parler, peuvent donner leur avis en fonction de tel professeur, de tel éducateur, et que des mesures soient prises pour éradiquer certains phénomènes. Effectivement, le président a souligné un point important là, qui est l'éducation de nos enfants qui sont en race campagne, et ils souffrent aussi beaucoup aussi du problème d'analphabétisme. C'est ça qui veut ce point important-là de l'éducation aussi à la santé, un corps sain, c'est sur une expression aussi. Ça veut dire éduquer aussi les enfants dans leur langue locale. Je sais qu'en Afrique, ça pose un problème que d'abord, il y a tellement beaucoup de langues, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions, des outils dictatiels pour pouvoir éduquer par exemple à la santé, et puis aussi les problèmes de violence aussi au sein de l'école. Il n'y a pas seulement des écoles qui sont en ville, des écoles aussi qui sont dans les villages aussi. Des fois, les profs, le président a souligné que les profs, ils prennent le recul et font ça comme si c'était un métier qu'on les force. Or, ils doivent le faire pour le français avec l'amour, pour l'enfant Afrique d'abord. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le dialecte, on va dire, c'est très fréquent parce qu'un professeur qui, je donne un exemple, est muté dans un village, mais c'est pas sa langue qui est parlée dans ce village, aura du mal à comprendre les élèves. Parce que les élèves, les enfants, dès le bas âge, ils apprennent à parler leur langue. Parce que dans la campagne, c'est la langue maternelle qu'on parle. On ne parle pas forcément le français, c'est très rare. Donc du coup, il serait mieux
comme solution de muter plutôt des professeurs qui parlent la même langue que les élèves de la localité dans laquelle ils sont mutés. Ça serait bien aussi pour que les élèves puissent aussi apprendre dans leur langue. Si un élève peut être intelligent, mais il ne peut pas comprendre forcément en français, il peut apprendre des maths dans sa langue et être fort et très bon en maths. Mais au lieu de cela, les élèves sont un peu amputés du pied, enfin, je veux dire, mais parce qu'ils sont obligés d'apprendre en français et c'est le français qui est dominant. D'accord. Oui, je comprends. Ça serait bien une idée aussi. Oui, je comprends la problématique. L'enfant, dès son bas âge à la naissance, parlait par exemple l'anglais, l'été, tout ça. Il se fait qu'en grandissant, on lui présente une nouvelle langue. C'est-à-dire qu'il y aura un impact de recul et de peur aussi d'y aller. C'est-à-dire qu'au niveau des solutions peut-être qui seront envisagées, si vous voulez, on va rebondir effectivement sur cette question. Quelles sont les solutions que la plus belle association actuellement peut-elle envisager dans le long terme, dans le court terme, de résoudre toutes ces problématiques de point de langue de l'apprenant et l'enseignant? Je vous remercie, Madame Félicité. Merci aussi, Ursula Siri, pour ton intervention. C'est tout à fait correct ce que vous avez évoqué. Effectivement, tout à l'heure, la CPK, l'organisation, disait qu'il était important de muter les professeurs en fonction des langues parlées. J'ai envie de vous dire, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de valoriser aussi nos langues locales. Elles ne sont pas si mal. Mais il faut très bien qu'on puisse arriver à là. Et si ça devient un critère de sélection, c'est dire que les gens dans la continuité vont chercher à maîtriser ces langues. Voyez-vous que lorsque nous prenons en Afrique de l'Ouest, nous apprenons l'allemand et l'espagnol. Historiquement, nos liens avec ces pays ne sont pas forts. Mais vu qu'il y a eu l'époque coloniale, et à cette époque, bien sûr, il y a eu l'éducation qui est venue, la scolarisation, nous avons inséré ces matières-là dans notre cursus. Mais aujourd'hui, il faut essayer de les adapter, d'essayer de se dire, est-ce que ça tient la route aujourd'hui? On pourrait bien aussi ajouter des langues locales. Ça veut dire de les valoriser, si vous comprenez bien. Merci. Parce qu'il y a des langues qui sont très parlées. Je sais très bien qu'au Gabon, peut-être qu'il y a certaines langues qui sont assez parlées. C'est vrai, il y a le fang, moi je suis fang, il y a le batéké aussi. Voilà, le batéké peut être très bien enseigné à l'échelle nationale. Donc, c'est un réel problème parce que quand on essaie de regarder les statistiques à l'intérieur du pays, ce n'est pas très évident. Voici pourquoi les enfants ont beaucoup de retard. On voit qu'ils sont plus âgés que ceux de la ville parce qu'ils prennent du temps à apprendre, à assimiler. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais il y a la contrainte de la langue. Donc aujourd'hui, il est impératif que nous puissions résoudre ce problème. Il faut que ça devienne une exigence pour que, d'abord, pour ce qui est d'immédiat, dans l'immédiat, il faut qu'on essaie d'envoyer les professeurs qui comprennent des langues, on essaie de faire une réorganisation et on oriente ceux qui comprennent mieux ces langues-là dans les contrées, les villages. Et dans le long terme, parce que vous en avez parlé, il faut que les langues maternelles deviennent aussi des critères d'admission dans pas mal de concours, dans pas mal de lieux, parce que dans un contexte social, ça devient très important. Nous n'allons pas laisser une population en marge d'éducation, parce que cette population a un problème avec le français. Au fil du temps, ils peuvent apprendre la langue. On peut donner la langue comme une langue vivante qui est enseignée au cours du temps, et les enfants vont prendre en marche, parce qu'on va consacrer beaucoup de volume à l'apprentissage du français, mais que le français ne soit pas un frein à l'apprentissage des enfants. C'est vrai, moi je soutiens cette initiative-là, ça veut dire que l'apprentissage des langues locales par nos corps enseignants, ça permet aussi la mixité sociale aussi des langues. Pourquoi moi je sais que je parlais pas mal beaucoup de langues, un petit peu de sénégalais, nagadais, magnifique. Enfin, nous savons qu'il y a beaucoup de langues, des dialectes qui sont beaucoup parlés en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Le fait de valoriser nos langues, c'est aussi perdurer
une certaine culture de nos aïeux et de nos valeurs et tout ça. Parce que ces langues-là, même si ces langues-là ne sont pas toujours nos aïeux, c'est effectivement, parler en langue, comme on parlait de l'abapalab était en langue. Même des mariages, c'était toujours en langue et non en français. Effectivement, c'est un gros sujet que je pense que dans les années à venir, africainement, on peut prendre ce sujet-là à bras le corps, lancer des projets sur ça au niveau des villages. Et d'ailleurs, je vous félicite le fait que vous pensez à nos frères et sœurs qui vivent en race campagne. C'est ce point-là aussi à féliciter ici sur nos studios de Radio Campus. Voilà, nous continuons toujours sur notre actualité, toujours sur Radio Campus. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus. Vous pouvez appeler l'association actuellement au 06 59 60 97 77. C'est une association vraiment formidable. Nous sommes en direct avec son président, M. Boris Michael Pokou. Et M. le Président, ce n'est pas le thème de notre émission. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la fuite des cerveaux? Vous avez abordé au début de notre intro le sujet du Covid, que nos intellectuels, nos savants, ils ont inventé des hydroalcooliques, des appareils aspirateurs. Et je souhaite vous demander tout ce que vous en pensez de la fuite des cerveaux de notre continent, comme ça que nos frères et sœurs ils terminent des études ici en Europe, soit ils restent, soit ils retournent rarement. Comment on peut les motiver pour retourner aller développer notre continent? Les cerveaux ne fuient pas. Les cerveaux ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, un peuple ne peut pas vivre avec tous ses ressortissants dans le pays. Il faut pouvoir sortir pour constater, pour apprendre. Parce qu'on n'a pas toutes les compétences chez nous. Aujourd'hui, la question n'est pas forcément une question de retour. C'est comment la population africaine hors de l'Afrique peut être utile pour l'Afrique. Je m'explique, madame. Lorsqu'on termine des études, si c'est pour entrer, pour faire ce que quelqu'un qui a été formé localement fait, il n'y a pas de valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que la population africaine hors de l'Afrique peut apporter à l'Afrique. Et c'est pour cela que je disais tantôt qu'il est important que nos pays essaient d'organiser chaque 2 ans ou chaque 3 ans des bilans, des rencontres par secteur où nous allons ressortir les problématiques actuelles, les vrais problèmes que rencontrent ces secteurs, qui seront mis bien sûr à la disposition du réseau extérieur, des étudiants à travers le monde, qui pourront orienter leurs recherches sur ces sujets. Ainsi, lorsqu'ils voudront rentrer, ce sera dans une belle orientation, dans une belle aventure, soit pour apporter une solution concrète à un problème, soit pour faire des propositions à l'État en question, soit pour monter une entreprise en ayant vu vraiment les nouvelles opportunités qui se dégagent des problèmes que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une mentalité nouvelle de se dire la jeunesse hors de l'Afrique est aussi une force. Parce que cette jeunesse a l'occasion de côtoyer ce qui se fait à travers le monde. Entrer et venir encore rechercher du boulot alors qu'on n'en trouve pas ne serait pas la meilleure des politiques. Mais lorsqu'on constate des cerveaux à l'extérieur, il est important qu'on se dise que ces cerveaux-là, non pas pour venir être et s'asseoir en Afrique, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Si nous œuvrons pour cette dynamique, c'est sûr que les gens, on est toujours mieux ce soir, les gens auront cette volonté de rentrer ou sinon être à l'extérieur et d'apporter ce qu'il faut à leur pays. Ça veut dire qu'effectivement, comme nos PME, ils manquent effectivement des cerveaux pour pouvoir aussi développer nos matières premières en Afrique. Le problème des matières premières, on les exporte bruts. Et si nous arrivons effectivement avec ces cerveaux qui sont partout dans le monde et qui ont acquis des compétences afin de pouvoir transformer nos matières premières sur place, on sait que le Covid nous a apporté une grande expérience. Je veux citer le président Trump qui, effectivement, a félicité l'Afrique
de sa gestion courageuse et efficiente du Covid. Il y a eu des morts secs, mais des morts là sont moins. Effectivement, je suis d'accord avec vous de ce que notre jeunesse a fait, de ce que nos techniciens, nos savants ont fait. Mais je veux toujours revenir au niveau de nos matières premières. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays exportateur de pétrole, pardon, de cacao. Vous savez, je viens parler du pétrole au Gabon, c'est pas ça. Donc, du cacao, avec les compétences là aussi avec les Sahéliens, il faut se transformer. Le cacao sur place, le chocolat, tout autre pour nourrir nos enfants, dans le milieu scolaire. Je vous remercie pour la question. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de souhaité, c'est ce qu'il y a d'idéal, et on en parle depuis belle lurette dans tous nos différents livres. Aujourd'hui, il faut se dire que si, avec tout ce temps, nous n'arrivons pas forcément à avoir ces grandes industries pour avoir un chocolat si compétitif, il faut essayer quand même de créer, comme je le disais, un cas d'échange. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du chocolat, mais je suis sûr qu'il existe dans la population des gens qui peuvent faire des choses plus belles avec le cacao que le chocolat. Et donc, si nous limitons seulement à des méthodes que nous connaissons depuis belle lurette, nous ne sommes pas en train d'évoluer. Si autrefois on faisait du chocolat et que nous n'avons pas forcément les moyens, parce que si depuis que je faisais l'école primaire, il y a combien d'années déjà, on nous enseignait qu'il faut transformer les matières premières, quand on n'en arrive pas, il faut voir d'autres alternatives. On n'est pas à un certain stade pour avoir peut-être le réel problème, mais ce qui s'observe sur nos yeux, c'est que les industries, pour transformer le cacao, pour être aussi compétitifs, pour affronter des géants suisses, des géants français, il faut vraiment de grandes industries, il faut de grandes compétences. Entre-temps, il y a bien des volontés dans nos différents États, des gens qui sont porteurs de projets, qui savent comment utiliser le cacao pour faire des pommades, comment utiliser le cacao pour faire, je ne saurais dire, mais il faut qu'on puisse faire la promotion de ces choses pour que dans la diversité, bien sûr, se crée d'autres richesses. Et moi, je pense que c'est ce modèle qui m'inspire, c'est ce modèle que je veux proposer aujourd'hui, de se dire, ouvrons les échanges, acceptons les nouvelles idées, essayons de rendre ce cadre très formel où on invite tous les porteurs de projets, d'idées à venir les présenter, que nous commençons à développer dans une société qui est en voie de développement, que nous ayons des structures qui sont à l'écoute des nouvelles opportunités et qui peuvent orienter les jeunes. Je sais que je m'éloigne un peu du sujet. Je trouve que vous êtes sur le tempo. Ce que nos PME ont besoin des jeunes, effectivement, avec des compétences, vous êtes là en train de libérer. Non. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, dans un pays en voie de développement, il ne faudrait pas seulement compter sur les ressources de l'État, parce que nous avons une très forte démographie, donc il faut à tout moment être en perpétuelle recherche pour développer d'autres entreprises, développer d'autres secteurs. Et si on ne fait que se rattacher au cacao ivoirien, qui serait la principale source de richesse, nous ne sommes pas en train de nous rendre service. Il faut qu'aujourd'hui on dise aux jeunes qu'il y a de la richesse dans tout ce que vous faites, c'est la volonté, c'est l'idée nouvelle, c'est la manière de faire qui emmènera ce succès qu'on recherche. Et pour ce faire, il faut des services dédiés qui peuvent conseiller les jeunes sur les questions de création d'entreprises et tout. De valorisation de nos richesses naturelles aussi. Et c'est pour cette raison, madame, si vous permettez, je n'ai pas eu l'occasion tout au cours de nos échanges de faire mention, c'est pourquoi nous défendons au niveau d'Africainement que l'éducation ne se limite pas qu'à la scolarisation. La scolarisation fait partie de l'éducation, mais l'éducation n'est pas limitée à la scolarisation. Et le fait de penser que la scolarisation se limite, l'éducation, pardon, se limite à la scolarisation, fait que les actions de l'État ou même les personnes ne se sentent pas concernées quand on parle d'apprendre. Parce qu'ils se disent que quand on parle d'éducation, cela se rapporte seulement qu'à l'enfance. Alors que l'éducation est bien au-delà. Je vous prends un exemple tout simple. J'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire, alors que j'étais président des étudiants dans une université privée. Une fois, on me fit appel parce qu'il y avait l'une d'entre nous qui faisait une crise d'asthme. C'était la panique totale dans l'établissement.
il a eu même interruption des cours. Et quelques temps après, le médecin arrive sur les lieux, il constate, et elle est évacuée. Donc, naturellement, je me rends dans le centre hospitalier pour voir son état de santé. Et le médecin m'appelle dans son bureau, il me dit, vous allez tuer votre amie, vous n'avez rien fait pour la sauver. J'étais tout étonné et je dis, mais monsieur, on a même interrompu le cours, tout le monde était motivé. Il dit, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Alors que les personnes qui étaient présentes ce jour-là étaient toutes des étudiants. Donc, voyez-vous que malgré le niveau d'instruction, malgré le niveau d'études, on n'était pas capable de résoudre un problème d'asthme. Donc, l'éducation ne peut pas se rapporter qu'à aller à l'école. Il faut concevoir des programmes qui permettent à la population d'acquérir d'autres connaissances. Vous voulez dire des gestes de premier secours Merci. Oui, d'accord. Dans le cas d'espèce, il s'agit des gestes de premier secours. Voyez-vous, le service militaire en France, quand il a été mis en place, c'est bien sûr pour s'assurer que la population a un certain niveau de patriotisme, s'assurer que la population a un certain niveau de connaissance de certaines pratiques. Il en est de même pour nos différents États. Il faut bien que nous pensions des programmes qui englobent un bon nombre de personnes, qui englobent toute la population, bien sûr. Ça peut être le sécurisme. Et l'éducation serait donc une manière pour l'État de s'assurer que sa population a un niveau de connaissance et d'instruction. Ça peut être un niveau de base en sécurisme, ça peut être bien sûr un niveau de base des connaissances en termes de financement d'entreprise, ça peut être en gestion, et pour penser des programmes à grande échelle. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle au démarrage de nos emplois, vous avez souligné que notre système éducatif actuel, issu de l'ère postcoloniale, n'a pas tellement varié. Donc, il faut vraiment, il y a beaucoup de boulot, rénover. Ça veut dire qu'ajouter cela dans le cadre de la formation de nos jeunes, des gestes de premier secours, et puis aussi des gestes aussi à la santé. Donc, je pense aussi à Madame la secrétaire à l'organisation. Je pense que le sujet que le président aborde là, une jeune fille bien éduquée, peut aussi, au moment où elle accouche, savoir que l'enfant a la fièvre, a la diarrhée. Il faut que la jeune fille aussi soit éduquée. Oui, tout à fait. Pour rebondir avec cela, c'est très important aussi qu'on ait une certaine base au niveau de la santé. Généralement, c'est avec nos mamans qu'on apprend cela. Et c'est bien, c'est pour celles qui n'ont pas de maman à leur côté, parce que c'est fréquent d'être orpheline de mère et de ne pas connaître un accompagnement personnel au niveau avec une maman en fait. Et du coup, ce serait bien que dans le système éducatif, on mette des programmes qui puissent aussi aider la jeune fille sur certains points très importants. L'éducation à la santé. L'éducation à la santé. Et pour rebondir sur le diplôme de sécuriste, ce que je sais, c'est que généralement en France, ça se fait au lycée. Au lycée, tout le monde passe son diplôme de sécuriste. Ce serait bien dans nos systèmes, dans nos programmes éducatifs, qu'on y insère ce programme-là. Je pense que déjà, dès le lycée, tous les élèves savent ce qu'il faut faire. Parce que c'est très important. C'est très important. On peut vite se retrouver dans un cas d'arrêt cardiaque, dans un cas d'infarctus, il faut savoir comment faire. Ou d'avoir un bébé étouffé, il faut savoir comment masser le bébé pour qu'il puisse se libérer. C'est très très important. Et c'est vrai que quand on parle d'éducation, généralement on se dit c'est strictement l'école. Mais non, c'est très important d'aider l'enfant à évoluer. L'éducation, c'est le tour de ça. En parlant de système de santé, de programme de santé, de programme de sécurité, mais aussi on peut aider les enfants à avoir leur permis. C'est important. L'enfant peut valider certaines bases de son permis pendant qu'il est
au lycée et au collège. C'est très important aussi parce que on ne pense pas réellement, généralement, c'est un jeune étudiant qui voit des petites personnes, il a envie, c'est par envie de l'élève ou de l'étudiant, du majeur, on va dire, parce qu'il faut attendre la majorité aussi pour conduire, c'est très important. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et il faudrait que dans le système éducatif, l'État ou les communautés territoriales puissent mettre en place des programmes qui aident l'enfant à avancer, à évoluer, qui va l'aider dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. C'est très important. Ah oui, c'est vrai, cette notion-là est importante. Aider l'enfant dans sa vie professionnelle et personnelle. Vous avez abordé aussi le cas de l'éducation à la sécurité. C'est vrai, en Afrique, il y a pas mal d'accidents aussi. Des enfants, des voitures, les gaz, parce que soit l'enfant n'a pas regardé nos routes qui sont des fois de temps en temps destruites. Et ça aussi, comme le président l'a souligné, que l'éducation englobe toute une somme de connaissances. L'éducation aux premiers secours, l'éducation à la sécurité routière, l'éducation des jeunes mères, de vérifier si l'enfant a la diarrhée, ça c'est l'éducation à la santé. Vraiment, l'éducation englobe toute une somme de connaissances. Nous sommes en direct sur Radio Tantan. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le président de l'association africainement, M. Boris Michael, accompagné de la secrétaire exécutive à l'organisation, Mme Seri. Et nous allons rebondir aussi sur un autre sujet qui concerne l'alphabétisation. Je crois que ce sujet tient beaucoup à notre président. Comment on peut alphabétiser aussi nos frères et sœurs qui sont en race campagne. Vous avez souligné notre point là par rapport aux langues locales et au niveau de l'alphabétisation des populations au niveau local. Est-ce que votre association actuellement envisage par exemple de créer des centres d'alphabétisation? Je vous remercie encore une fois de plus, Madame Félicité. Merci pour l'occasion. Bien sûr, parler aujourd'hui des personnes qui n'ont pas pu fréquenter l'école en âge normal, il faut penser des programmes. Mais bien avant d'en arriver là, je voudrais qu'on situe un peu les responsabilités pour qu'on essaie de mieux comprendre le contexte. Alors, nous avons essayé d'approcher des personnes dites analphabètes et pour leur demander pourquoi ces personnes n'intègrent pas des formations de cours d'alphabétisation, en cours du choix et tout. Et elles nous ont fait savoir que le programme n'était pas adapté à leur temps. Parce que reconnaissons que notre population africaine, Afrique de l'Ouest bien sûr, est une population en majorité dans l'informel. C'est comme au cas du Sénégal où 80% de la population active est dans l'informel. C'est pas seulement le cas de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique. Bien sûr, de toute l'Afrique. Je voudrais mettre ce point d'honneur parce qu'il y a tellement de petits métiers dans ces zones. Et effectivement, les gens ont tendance à travailler les soirs. Elles vendent du poisson, elles vendent de la tiéké pour revenir un peu à Abidjan. Elles vendent du poisson, de la tiéké. Mais cette dame qui doit consacrer tous les soirs du temps pour aller apprendre, c'est compliqué. Et de plus, ces programmes d'alphabétisation se font comme les cours en école normale. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut. Parce qu'il faut aujourd'hui recentrer ces formations sur l'essentiel. Se disant, une personne normale, quel est le prérequis, quel doit être le niveau de base en termes pour tenir en société, pour mieux se sentir en société. Donc c'est comme ça que doit être conçu le programme, bien sûr, qui allégera un peu le temps d'études que doit consacrer, bien sûr, cette personne en alphabet. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il est impératif que le programme pour les personnes âgées, mais qui n'ont pas connu l'école normale, doit être un programme qui répond à l'essentiel. Et il faut réduire le temps d'apprentissage. Parce que se rendre tous les jours dans un établissement en soirée,
Alors, quand on a des enfants, on a des activités, ce n'est pas aisé. C'est pourquoi, africainement, on a bien au début et recherche aussi des partenaires dans ce sens, mais pense des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans le court et le moyen terme. Nous avions en temps une activité qu'on devait mener à Clermont-Ferrand, qui était sur le thème « Le système éducatif en Afrique francophone et les défis de développement ». À cette activité, on entendait bien sûr pouvoir parler de solutions et c'était l'un des points qui devait être abordé. Mais africainement a développé une solution qu'elle est en train de bien peaufiner et espère qu'elle pourra joindre à elle d'autres partenaires. Il s'agit d'une tablette pour les analphabètes. À quoi cela consiste? Aujourd'hui, il y a une question de temps. Les analphabètes ont besoin, bien sûr, d'apprendre selon leur volonté, c'est-à-dire pouvoir apprendre avec leur propre emploi du temps. Je ne dis pas que là c'est la grande liberté, mais ils doivent apprendre avec un emploi du temps qui tient compte de leurs activités personnelles. Premier point. Les analphabètes ont besoin d'être compris dans leur langue, dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Et donc, naturellement, il y a la langue maternelle. Donc, c'est une tablette qui va créer l'autonomie. Dans cette tablette, selon le pays, il y aura les langues vernaculaires qui seront incluses. Donc, 60 langues, si je veux me référer à la Côte d'Ivoire, et une personne qui a cette tablette peut apprendre toute seule. Il suffit simplement d'avoir la tablette en main et de chercher à dialoguer avec la tablette, bien sûr, en allemand, bonjour, et la tablette essaie de guider et de comprendre, bien sûr, les incompréhensions, essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas à tel niveau et d'adapter la formation. Donc, ça inclut pédagogie, technologie. Donc, il y a tellement de choses, mais c'est un défi qu'on doit relever parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une Afrique avec un grand taux d'analphabète. Ce n'est pas possible d'atteindre le développement avec ça. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir pour africainement de évoluer sur ce front. On est en train de travailler pour que cette tablette puisse prendre en compte plein de paramètres, plein d'autres paramètres. Comment déjà, au bout de 2 ans ou de 3 ans, une personne qui a sa tablette et qui se forme elle-même soit capable d'avoir un niveau de base en anglais, un niveau de base en connaissances informatiques. On puisse inclure aussi des formations en sécurisme, des formations à la base en termes de santé. Donc, ce sera un petit guide qui permet à la personne de pouvoir se prendre simplement en charge, de s'auto-former et d'avoir le niveau souhaité. Sinon, le niveau requis pour être à l'aise en société. Oui. Est-ce que cette tablette-là, dans le long terme, si les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez toujours contacter l'association africanement, notre président, M. Boris Michel Portou, au 06 59 60 97 77. Est-ce que cette application, cette tablette-là, dans le long terme, vous pourrez l'envisager pour qu'il devienne une application? Pour que cette tablette devienne une application, bien sûr, selon les besoins. Déjà, il faut dire que l'un des points forts de la tablette, c'est que cette tablette essaie de s'adapter à des situations qu'on rencontre déjà. Une personne qui a du mal à s'ouvrir, et on sait très bien qu'en société, quand une personne a du mal à s'ouvrir, il faut utiliser des techniques. Pour lui dire, n'aie pas honte, non, ouvre-toi. Et il faut bien que la tablette aussi puisse arriver pour que ce soit un confident. Donc, c'est vraiment la particularité que nous voulons donner à la tablette, l'amour d'apprendre. Parce que quand il n'y a pas de volonté, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, l'une des priorités, c'est de rendre tout ce programme disponible dans une tablette. Et au fil du temps, en fonction de la situation, il faut développer soit en termes d'application et la rendre disponible à grande échelle pour des personnes même d'ailleurs qui librement dans d'autres pays veulent l'utiliser. Mais notre priorité, c'est l'Afrique. Et nous, ce que nous allons concevoir, c'est une tablette qui va non seulement considérer nos langues, mais aussi nos habitudes et nos pratiques. C'est ça. Pour le développement de l'Afrique, ma question va retourner chez Madame la secrétaire exécutive à l'organisation, Madame Seri. Nous avons vu ici en France que ce sont les petits commerces qui ont fait vivre la France au quotidien. Et aussi, le cas de l'Afrique aussi, c'est nos sœurs et frères qui sont dans les formels. Il ne faut pas oublier que les formels est reconnu par la Banque mondiale
mais quand même l'informel représente 70% des forces vives qui font vivre l'Afrique. Et nos sœurs et frères qui vont de là, ils souffrent aussi le problème d'analphabétisme. Est-ce que vous avez une solution envisagée, des solutions, par exemple, de partenariat avec les assurantiels pour pouvoir les assurer leur activité, aussi pouvoir financer les études des enfants dans le cadre de la grande pandémie de sanitaire que nous vivons là. Je sais qu'il y a eu aussi le confinement, même si ça a été partiel. Et leur activité aussi a été impactée, connaissant qu'ils ont des enfants. Comment payer des études, comment on veut soutenir cette économie informelle là, qui pèse, mais quand même, ne l'oublions pas, mais selon la Banque mondiale, presque 48 milliards de francs CFA. Je vous remercie déjà pour la question et c'est tout le principe d'africanement. De notre pôle africanement social. Nous sommes au service de tous les Africains et c'est très important aussi pour les petits commerces parce que généralement ces femmes-là dans cette période, on va dire par exemple dans cette période de Covid, ont dû arrêter leur activité pour rester confinées chez elles. Entre-temps, il faut bien nourrir la famille, bien assurer la scolarité des enfants et tout le reste. Et africanement s'y est penché et nous trouverons nous cherchons déjà des appels de fonds pour pouvoir venir en aide à ces femmes-là, pour pouvoir les aider dans le paiement de la scolarité des enfants, d'avoir des partenariats avec des assurances pour pouvoir diminuer leurs charges. Et les aider tout au long de cette crise et bien après la crise, parce que vous pensez aussi à l'après-crise, c'est très important, les accompagner dans leur domaine d'activité afin qu'elles ne se retrouvent pas coincées au moment d'une prochaine crise. Qu'on puisse les aider à souvent apprendre à mieux gérer leurs épargnes, à mieux envisager d'autres investissements pour être plus à l'aise lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci vraiment qui impacte leurs finances. C'est possible de nous expliquer un petit peu, on m'avait parlé là tout à l'heure, j'ai entendu vous parler des pôles. Vous pouvez m'expliquer effectivement c'est quoi ce pôle-là? Ah, d'accord. On va dire... Moi, parce que j'ai entendu, nous avons des pôles, vous pouvez expliquer à nos auditeurs c'est quoi ce pôle d'activité? D'accord. Africanement est composé en 3 pôles essentiels. Nous avons le pôle africanement intellect, africanement social et le pôle africanement community. En ce qui concerne le pôle africanement intellect, c'est le cœur de notre association. C'est le pôle qui pense et organise des activités pour les jeunes, comme des colloques, des conférences, etc. C'est ce pôle-là qui s'investit pour une solidarité autour de valeurs intellectuelles en invitant tous les jeunes Africains à nous rejoindre et à réfléchir autour des axes majeurs de notre développement. Ensuite, nous avons le pôle africanement social qui se compose de 2 commissions, qui est la commission africanement, qui est la commission africanement sociale, oui, action sociale, et la commission engagement social. La commission action sociale, chaque année, prend son activité de bienfaisance pour aider les jeunes et les enfants. C'est lors de cette activité qu'on peut décider d'aller dans une localité, partager des lots éducatifs ou faire des arbres de Noël pour des enfants ou encore même organiser des séances de web pour qu'ils apprennent mieux que cette l'initiation à l'informatique. L'initiation à l'informatique, c'est bien ça. Et aussi la commission africanement engagement social
qui, de son côté, chaque année, se localise dans un combat de société. Nous choisissons un combat de société dans lequel nous pouvons sensibiliser toute une population, comme par exemple, on peut dire que si en 2021, Africainement choisit comme combat les violences faites aux gens féminins, les violences faites aux femmes, on peut dire. Les violences faites aux femmes. On peut essayer, on essaie de faire une grande sensibilisation dans le pays choisi. Cela peut être au Congo parce que c'est un pays vraiment touché par ce phénomène. Et on peut essayer de faire notre campagne dans ce pays, mais faire une campagne à grande échelle. Voilà, essayer d'aller dans les localités les plus retranchées, voir ces femmes-là, voir leurs besoins et essayer de montrer que ce problème ne s'attaque pas seulement qu'à la femme, mais aussi à l'enfant. Parce qu'un enfant qui voit sa mère se faire taper dessus, c'est quelque chose de psychologique qui lui reste ancré dans la tête. Et ça a aussi des problèmes. Les enfants ont souvent du mal à se remettre de ces traumatismes. Et c'est très important d'avoir une certaine vision plus claire de la chose. Voilà. Et en dernier, nous avons le pôle Africainement Community, qui est le centre même d'Africainement. C'est notre pôle qui, tous les jours, essaie de maintenir notre page internet, qui informe sur l'actualité d'Africainement et de tout ce qui se passe, qui informe sur toutes nos activités, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe chez Africainement, des nouvelles informations, des nouvelles activités. Et voilà, c'est un peu ça le fonctionnement d'Africainement. Effectivement, vous avez, je pense, aussi une page Facebook. Vous savez que Facebook, c'est quand même presque 3 milliards d'utilisateurs par jour. Et au moment où vous avez vraiment une page Facebook au community, communiquer mieux le travail d'école, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent avoir un engagement social, surtout le pôle engagement social. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent, avec nos intervenants aujourd'hui, vous savez très bien, le président Barack Obama était, avant de devenir président, s'est engagé socialement au sein de sa communauté. Donc, Africainement aura besoin de vous pour pouvoir s'engager dans les différents pôles que vous avez pu écouter, entendu. Vous vous engagez, soit l'initiation à l'informatique. Je pense que Monsieur le Président souhaite aussi ajouter une autre information par rapport à ce futur partenariat qui peuvent se conclure par rapport à ce que la Secrétaire exécutive. Monsieur le Président, je vous remercie, madame. Alors, tout à l'heure, quand nous avons évoqué des solutions, au niveau de la corruption, on en a parlé brièvement, mais nous avons des actions qui sont d'ailleurs que nous prévoyons. Et tout à l'heure, quand la secrétaire de l'organisation expliquait les pôles, bien sûr, nous avons des projets en cours. Je voudrais rapidement rappeler qu'au niveau du pôle Africainement Intellect, nous avions des conférences, des colloques qui étaient prévus et que le confinement a dû nous contraindre à reporter. Une conférence à Clermont-Ferrand qui devait avoir lieu le 4 avril dernier et qui devait voir la participation de 200 jeunes. C'était une activité en collaboration avec l'association des étudiants ivoiriens d'Auvergne, l'association des étudiants sénégalais, la CAFA bien sûr, Afrique Avenir qui sont des associations de Clermont-Ferrand. Ensuite, nous devions avoir aussi un colloque et ces colloques se font avec des interactions jeunes. C'est un panel jeune et c'est les jeunes qui s'expriment, qui débattent sur des questions très essentielles et essaient d'évoquer des solutions. Alors, nous devions avoir aussi une autre conférence à Lille qui parle plutôt du système routier. On allait parler du sécurisme, tout ce qui est danger de la route, embouteillage et tout ça. Et au niveau du pôle Africainement social, bien sûr, je voulais revenir, c'est pourquoi j'ai fait mention de corruption. Nous avons en vue de certains projets, notamment la réalisation d'un film, et c'est très important. Aujourd'hui, si nous voulons sensibiliser
sur la corruption, il faut s'attarder à ce qui intéresse la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est une jeunesse connectée, donc il faut penser un film qui va présenter la corruption sous la forme qu'ils connaissent et qui va essayer de montrer qu'elle est néfaste pour la société. Donc nous espérons pouvoir toucher les personnes qu'il faut, que ce soit financièrement, en termes d'idées, matériellement, pour qu'ensemble on puisse faire un film engagé et un film dans lequel toute la jeunesse va se retrouver. Il ne s'agit pas de faire un film qu'on fuit dès qu'on regarde, mais un film qui nous plonge dans notre réalité, qui nous fait rire, mais derrière qui nous parle. Et vraiment, africanement, on veut réussir sur Paris. Et c'est pourquoi toute personne qui s'y connaît, que ce soit dans l'écriture de scénario, que ce soit dans le montage, que ce soit une maquilleuse, que ce soit un plateau, tout ce qu'il faut, bien sûr, c'est ensemble que nous pouvons mobiliser ces fonds pour mener à bien ce projet. Et je voudrais finir en faisant mention encore de 2 activités d'Africainement, si le temps nous permet. Alors, nous avons un projet que nous avons, pardon, c'est 2 projets de chantier, et que nous essayons de meubler en cette période. Le premier chantier, c'est au niveau du sécourisme que nous avons parlé. Nous avons une volonté. Au niveau de 2 capitales d'Afrique, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons financer 300 formations de jeunes par commune. Je vais prendre simplement le cas de la Côte d'Ivoire pour donner une belle illustration. Nous avons 10 communes, je ne sais pas si le regroupement a changé, de découpage au niveau d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons financer dans chaque commune 300 formations de sécourisme, c'est-à-dire le geste de premier secours. Et ces 300 jeunes par commune vont être des bénévoles qui vont former la population, les autres donc avec les collectivités territoriales, voir comment cela peut être possible, bien sûr, et former que ce soit les étudiants, les élèves, toute la population. C'est une manière pour nous de s'assurer que la population a un minimum en geste de secours. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que sur les accidents, même si on reproche aux pompiers de ne pas arriver à temps, il faut dire que la meilleure manière d'attendre, c'est d'agir en attendant. Et donc, il faut faire quelque chose sur le terrain, nous y pensons. Donc, si des personnes, bien sûr, que ce soit des contacts au niveau de la Croix-Rouge ou des institutions privées qui vraiment œuvrent pour le sécourisme, ça peut être un beau chantier qu'on peut réaliser ensemble. Pour finir, bien sûr, nous avons un autre projet, puisque cette année, Africainement a décidé de s'investir dans le vert et le développement durable. Et nous voulons réaliser dans une capitale d'Afrique qui sera tirée au hasard, pour être juste, 3 jours de vert, donc qui va débuter premièrement par un gala vert, qui va réunir tous les acteurs, bien sûr, de ce domaine, et même au-delà, tous les acteurs de la société, que ce soit civil que de l'État, sur la question de responsabilité d'entreprise et de personnes dans la préservation de l'environnement. Et donc, toutes les personnes, morales comme physiques, qui sont conviées. On veut, lors de cette occasion, pouvoir échanger sur des questions de recyclage, sur des questions d'engagement dans la société, sur des comportements responsables, et voir comment les entreprises peuvent accompagner ce processus. Le lendemain, nous allons avoir un marathon du verre pour laisser dans la tête des gens que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, il faut faire un marathon avec les jeunes, avec la population, pour montrer qu'on marche pour notre environnement. Et le dernier jour, nous allons faire une séance de planting. Il faut que nous puissions lancer évidemment un Africain, un arbre, pour dire que, bien sûr, nous ne devons pas aujourd'hui passer à la déforestation, parce que si notre continent est ce qu'il est, c'est aussi parce que nous avons cette verdure, nous avons les forêts, nous avons des arbres et tout. Et il faut préserver l'environnement. Donc, voici de beaux chantiers que nous avons sur la table. Et Africainement, c'est l'unité, comme on le dit. Nous sommes un réseau, et vraiment ce réseau est ouvert à toute bonne volonté qui veut bien se joindre à nous pour rendre tout ce que nous disons possible. Pour rejoindre l'association Africainement qui est en direct sur Radio Cantal. Le numéro de portable, c'est le 06 59 60 97 77. Notre édition va bientôt terminer. Et nous avons encore
des petites questions qui concernent toujours aussi les problèmes de l'éducation en Afrique. Nous avons peut-être aussi abordé aussi l'éducation informelle et formelle, c'est-à-dire l'alphabétisation des langues vernaculaires, de les incorporer dans l'éducation dans nos villages et campagnes et dans des villes rurales. Nous avons aussi abordé aussi des questions de technologie. Le président a proposé qu'il y a la mise en place d'une tablette, plus tard aussi sera aussi sur une application. Maintenant, il y a des langues vernaculaires et qui va définir aussi des actions qui viennent d'énumérer les gestes de premier secours et puis aussi l'éducation alternative, de parler dans nos langues. Comme moi, j'apprécie beaucoup parler plusieurs langues africaines. J'étais polyglotte, mais comme je n'ai personne à qui parler. Donc, je souhaite donc demander au président, pour finir notre émission qui s'achève là, quels sont les défis majeurs qui attendent africanement. Je sais que vous venez d'énumérer beaucoup de dossiers sur la table. Est-ce que vous pouvez aussi lancer un gros, je sais que vous venez de lancer que toutes les bonnes volontés doivent venir nous rejoindre africanement. Je vous dis, je vous lance un appel de rejoindre africanement le président avec la secrétaire exécutive. C'est vraiment des personnes actives, c'est vraiment des personnes qui ont un grand amour pour l'Afrique. Monsieur le Président, vous voulez dire peut-être un petit mot à ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure avec africanement avec vous et qui sont les vrais patriotes, qui ont l'amour de l'Afrique dans tous les domaines que vous avez abordés, le développement durable, la responsabilité sociétale d'entreprise, et la présidente aussi, la secrétaire exécutive aussi a abordé aussi le pôle social. Vous avez dit que je parle femme, c'est le pôle social, c'est des femmes, oui. Pourquoi pas aussi. Voilà, ceux qui souhaitent vraiment s'engager, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à contacter africanement sur Paris, sur la page Facebook africanement. C'est une page Facebook qui a des mises à jour, des informations. Et voilà, Monsieur le Président, vous avez le dernier mot de la fin avec la secrétaire exécutive de l'organisation, Madame Séné. Je vous remercie. Vous avez parlé tout à l'heure d'engagement. Le premier engagement avec africanement, c'est la manière de penser, d'agir. Et la secrétaire n'a pas manqué de le rappeler hier lors du lancement d'Africanement sur les réseaux. C'est-à-dire qu'Africanement, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir. Nous pensons que aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à l'ère de la dénonciation, ou à l'ère où nous devons seulement se rejeter les discrédits. Nous sommes à l'ère de l'organisation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être une jeunesse qui ne s'absente pas de son développement. Une jeunesse qui est présente dans le développement. Et c'est ce que nous défendons à travers Africanement. Aujourd'hui, adhérer à Africanement, c'est adhérer à l'esprit Africanement. Et adhérer à l'esprit Africanement, c'est être un jeune responsable qui essaie de s'ouvrir à sa société, à essayer d'apporter un plus et non attendre que le plus lui soit donné. Nous connaissons les défis de nos temps. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous n'allons pas chercher qui a tort, qui a raison. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il faut décider de commencer. Nous avons dit à longtemps que Africanement, c'est une jeunesse qui croit à l'unité au travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons peut-être, ce n'est pas pour tout le monde, certaines personnes vivent des situations compliquées. Il ne faudrait pas se dire qu'on est une génération sacrifiée. Il faut trouver une alternative. Il faut avoir de la volonté. Même si nous voulons aujourd'hui œuvrer pour l'éducation, il faut que chacun se dise que l'éducation, c'est un défi d'abord personnel. La volonté d'apprendre. Toutes les occasions sont bonnes. Donc une jeunesse africaine est une jeunesse qui ne se laisse pas mener. Est une jeunesse qui ne réduit pas son avenir qu'à la main de personne. Je suis d'accord qu'on peut faire confiance et c'est ce que nous devons faire. Mais rester à dire que si ça ne marche pas, je coule. Non. Une jeunesse responsable se crée un chemin. Une jeunesse responsable creuse le sol. Mais la graine ne se retourne pas, reste pour l'arroser.
Et donc, à part ça, les personnes qui veulent s'investir pleinement dans africainement, il y a bien des contacts qui sont disponibles. Ils peuvent nous appeler, nous allons discuter. Plus important pour nous, c'est ce qu'on fait. Il faut aujourd'hui une jeunesse active. Nous sommes ouverts à des idées, à des propositions. Nous sommes aussi ouverts à des personnes qui savent que activement peuvent nous accompagner dans notre volonté, en parlant à plus de personnes, en trouvant des moyens de s'exprimer, sur des sujets, de trouver des solutions. Bien sûr, c'est ce qui nous retient. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame. Alors, pour rebondir avec ce que le Président vient de dire, parce qu'il a dit la majeure partie de l'information, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est africainement, c'est une manière de penser, africainement, c'est une solution. Africainement ne vient pas réfléchir au problème, africainement vient trouver des solutions. Africainement, c'est l'envie d'avancer. Et du coup, tous les jeunes sont conviés à africainement. Nous vous attendons tous, venez, rejoignez-nous, parce que africainement, c'est la responsabilité. Africainement, c'est demain. Et la meilleure manière de construire demain, c'est de commencer aujourd'hui. Nous devons bâtir demain, mais c'est maintenant qu'on commence. Donc du coup, on vous attend tous. Venez et rejoignez-nous. We rise up. Voilà notre émission. Peut-être des salutations à travers le monde. Voilà, Monsieur le Président, peut-être souhaite passer des salutations à nos frères et sœurs du continent et puis aussi de tout toute la planète. C'est ça. Voilà. Derrière nous, il y a une équipe qui travaille et qu'aujourd'hui je voudrais saluer, puisqu'on était en lancement hier. Je voudrais saluer la secrétaire générale, Trinité Jadia. Voudrais aussi saluer Clovis Blanchard Duba, qui est celui qui gère toute l'interface de communication, qui essaie de quand même connecter africainement à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amérique du Nord. Et c'est un gros travail, je tenais à le féliciter pleinement, je tenais à le féliciter sincèrement. À côté de ça, bien sûr, il y a un grand travail qui est fait au niveau financier. On est en train de travailler sur des questions de subvention. Je salue André Koua de passage, qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet. Voudrais-je aussi sortir du continent européen, aller en Afrique, et saluer Bounetsia personnellement, qui est en charge de l'externalisation, bien sûr, d'africainement sur le continent, plus principalement en Afrique de l'Ouest. Aussi, saluer toutes ces personnes qui nous suivent. Salutations aussi à la famille Kwaku, qui est certainement en direct et qui nous suit. À toutes ces personnes qui nous soutiennent, à toutes ces personnes qui sont engagées avec nous, nous vous saluons et c'est ensemble qu'on fera demain. Merci. Voilà, c'est ensemble que nous faisons de l'Afrique ce que nous faisons demain. Et si s'achève notre émission, vous étiez en direct sur Radio Tantan, ici à Besançon, avec notre invité, le président de l'association africainement, M. Nickel Kwaku, accompagné de la secrétaire exécutive, Mme Seri. Et nous vous disons à très bientôt sur Radio Tantan. Ne vous déconnectez pas. Votre radio, c'est aussi une radio musicale. Nous vous laissons l'antenne pour continuer à suivre notre émission musicale avec Vincent Cordier sur Miss Paradise. Merci.